Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast 1000%. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Elodie et Max. Max qu'on n'a pas encore vu sur le podcast jusqu'à présent. Max, je te laisse te présenter. Ouais, donc moi c'est Maxime et je suis kiné autour de Nice. D'accord, parfait. Et donc on a le plaisir d'être avec Elodie aujourd'hui. Elodie, qui es-tu? Peux-tu te présenter? Du coup, je suis Elodie Adler, je suis pédiatre je viens de finir mon clinica en endocrinologie pédiatrique à Paris je suis sur les réseaux, on me connaît avec le nom de Doctochou que j'ai créé en 2019 pour essayer de partager un maximum d'informations aux parents et au personnel qui s'occupe des enfants également. Je suis aussi maman de deux petites filles de 2 ans et demi et 2 mois. Ok, super. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de se réunir pour pouvoir discuter un petit peu de la croissance de l'enfant et de voir s'il y avait des choses en particulier à mettre en place pour pouvoir optimiser celle-ci. L'idée forcément, c'était pas de culpabiliser les parents, les futurs parents comme je le suis, ou les actuels parents sur les choses qu'ils auraient mal faites ou qu'ils pourraient mieux faire, mais juste d'avoir un maximum d'informations sur ce sujet. Hein, Elodie, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, c'est important je pense, diffuser les informations. Après, il y a une différence entre la théorie et la pratique. On Mm. fait comme on peut. Et voilà, donc il n'y a aucun mot qui doit être pris en tant que tel sur le plan de la culpabilisation. On essaye d'informer avec les études scientifiques qui sont sorties. On connaît encore pas tout à ce jour non plus, donc il y a des choses qu'il faut pondérer. Mais voilà, c'est important de prendre ce qui est utile pour chacun et de piocher les informations que vous pouvez appliquer en pratique et qui n'est pas difficile pour vous. Ok, top. Donc l'idée aujourd'hui sur le thème de la croissance, on va le découper en plusieurs parties. Avec une première partie où je pense que tu me parleras des rappels neurophysio sur la croissance, voir un petit peu quels sont les différents rôles des hormones dans celle-ci. Ensuite, on évoquera la croissance durant la grossesse, le rôle de l'allaitement et de l'alimentation, voir s'il y a des impacts particuliers sur cela. On évoquera aussi la supplémentation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont probantes là-dessus? Parce que je pense qu'il y a à Mhm. boire et à manger là-dedans, hein. Parce que on Mhm. peut en vendre des choses là-dessus, hein. Mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont efficaces et efficientes sur cela? Le rôle du sommeil, le rôle de l'activité physique sur la croissance et, euh, et après on abordera un peu plus le sujet de la puberté et voir dans cette phase particulière de l'individu quels sont les rôles des hormones. Voilà. Je te laisse du coup me parler un petit peu de la neurophysiologie de la croissance. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de manière générale là-dessus? Alors du coup, très simplement, on va parler des facteurs qui influent sur la croissance. Tout d'abord, il y a la génétique, hein, parce que on vient de nos parents, et puis aussi des chromosomes sexuels, hein, XX ou XY, même si initialement, pour la toute première phase avant la puberté, ça ne joue pas forcément beaucoup. Mais voilà, il y a une différence. Donc, on est aussi plus ou moins grand selon si nos parents sont grands ou pas. Et on peut aussi prendre d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est assez variable. Pour bien grandir, il faut aussi du coup avoir les bonnes hormones qui fonctionnent. En quantité et en qualité. Donc voilà, il y a l'hormone de croissance, il y a les hormones thyroïdiennes principalement. Ensuite, il faut avoir aussi des os solides hein, qui se constituent bien pour s'ils sont tout mous, forcément on est plus petit. Et ça, voilà, on rappellera un petit peu la vitamine D et son rôle dedans. Et voilà, après, on abordera au fur et à mesure. Et dans l'hormone de croissance, il y a aussi l'IGF-1, qui est une hormone qui est sécrétée par le foie, mais aussi qui est induite par l'alimentation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va parler d'alimentation sur la croissance, parce que ça joue. Et après, dans la génétique aussi, il y a tout ce qui est toutes les maladies chromosomiques ou génétiques, où là, s'il y a des perturbations, son enfant peut être plus petit ou pas. D'accord. Ok. Bon, parfait.
Du coup, je crois que tu voulais aborder du coup la croissance durant la grossesse. Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on devrait savoir là-dessus? Alors, bah, pendant la grossesse, même si je suis pas ni gynéco, ni médecin généraliste, ni sage-femme qui s'occupe voilà, de ça particulièrement, euh, il faut savoir que déjà, le fœtus, selon, il faut qu'il ait tous ses organes qui soient faits à partir du deuxième mois. Et en fait, au début, ça va être la maman qui va transmettre les hormones. Et en fait, après, le fœtus va prendre le relais. Par exemple, les hormones thyroïdiennes, il va falloir attendre par exemple le deuxième ou le troisième trimestre pour que sa thyroïde prenne le relais et fournisse ses propres hormones. Sinon, en fait, c'est la maman qui va transmettre les hormones à son bébé. Donc, par exemple, ce qui est fait assez, c'est pas dans les recommandations, mais c'est fait assez systématiquement, c'est par exemple vérifier les hormones thyroïdiennes chez la maman pour être sûr que qu'elles sont OK. Sinon, on supplémente, les taux sont abaissés et on supplémente pour que justement le fœtus n'ait pas de déficit sur les hormones thyroïdiennes avant que ça prenne le relais au cours de la grossesse. Et en fait, c'est un peu le cas pour pas mal d'hormones. Donc il y a ça qui joue. Aujourd'hui, il y a que ce qui est recommandé, sauf après prise de sang, c'est que la B9, la vitamine B9, l'acide folique qui doit être pris en amont si c'est calculé. Voilà, on essaye au moins de prendre la B9 pendant 3 mois avant. Alors ça va pas jouer là sur la croissance, mais ça va jouer sur la fermeture du tube neural. Donc c'est quand même très important de le savoir. Donc ça fait partie des micronutriments, on va dire, le seul obligatoire. Et puis au cours de la grossesse, par exemple, s'il y a un déficit en fer, souvent avant l'accouchement aussi, on en prescrit au troisième trimestre. Après, il faut savoir aussi que c'est hyper important. Il y a des maladies qui sont transmissibles en fait qui quand on est adulte ou enfant ça nous fait rien, mais en fait si c'est transmis au fœtus ça peut ça peut le rendre plus petit. Et puis d'autres problèmes, c'est le CMV. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on en entend de plus en plus en fait sur les réseaux, et beaucoup de prévention puisque une fois qu'on l'a attrapé et ben ça se transmet au fœtus avec un pourcentage plus ou moins grand selon le trimestre de grossesse, mais il peut y avoir des complications comme de la surdité, des retards, des troubles ophtalmiques, des troubles au niveau du foie et surtout un retard de croissance. C'est un des signes même qui se voit parfois en échographie et qui fait penser à qu'il y a eu le CMV qui a été transmis. Et donc ça, le CMV, il faut vraiment faire attention pour les femmes enceintes. Alors aujourd'hui, pareil, il n'est pas recommandé d'être prélevé pendant la grossesse et de savoir son statut sérologique. De plus en plus, il est fait par les sages-femmes et les médecins gynécos, et les médecins généralistes également, parce que si on est immunisé, on a très peu de chances qu'il se réactive. C'est possible, mais très peu de chances, on va dire 3%. Au contact du virus. Par contre, si on est séronégatif, il faut faire attention parce que en fait, ça se transmet surtout par l'enfant, et la salive, les pleurs, l'urine. Donc, si on est au contact avec des enfants en bas âge, il faut surtout pas échanger les cuillères, prendre les tétines, même si c'est son propre enfant, parce que lui, il a été en contact. Lui, il aura juste un rhume, hein, mais voilà, il faut vraiment faire attention. Les cuillères, les tétines, le verre, on n'échange pas. On change pas les couches. Alors, le pauvre papa ou le coparent, il va pas tout faire, mais voilà, il faut vraiment prendre des précautions, se laver bien les mains ou mettre des gants. Certains, par exemple, si on est infirmière puère et qu'on change des couches d'enfants, bah, il faut vraiment bien se laver les mains. Et pareil, si l'enfant pleure, il faut pas lui essuyer avec la main et ne pas se laver les mains. Donc, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention pour éviter d'avoir le CMV, car il peut entraîner des complications, dont la croissance chez le fœtus. C'est la problématique du deuxième enfant dans la fratrie qu'on attend. Voilà, Quoi. après, il faut faire, encore une fois, il faut pas culpabiliser, il vaut mieux être informé, il vaut mieux prévenir que guérir, et il vaut mieux savoir les petites choses qu'on peut faire assez facilement, qui sont pas trop contraignantes pour éviter de l'attraper. Donc voilà, ça c'est très important, je pense, de le savoir, parce qu'avoir un rhume comme ça, c'est pas très grave, mais si ça se transmet au fœtus, il y a plus de complications. Ok. Tu parlais de la complémentation pendant la grossesse. Globalement, il y a plein de marques qui font des pré-naissances ou je sais plus comment ça s'appelle, hein, supplémentation préconception et grossesse, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Je crois même que ça change. Il y a tout qui est prévu dedans généralement.
Ouais. Et puis c'est bien dosé. Bah, en fait, si la personne a une alimentation équilibrée et qu'elle n'a pas particulièrement de déficit ou de signes cliniques qui évoquent un déficit, par exemple un déficit en fer, par exemple ça c'est la fatigue, par exemple des cernes, etc. Il faut prendre le B9, ça c'est sûr. En plus, je crois qu'il est remboursé. Et après, le reste, c'est en plus, mais il faut faire attention de pas trop non plus dépasser les doses journalières recommandées. Alors ça, on en reparlera pour les enfants. Faut surtout pas. Pour les adultes, on va dire, c'est moins grave, mais après, ça dépend. Faut faire attention à ce qu'on prend aussi, puisqu'il y a des choses qui peuvent directement aller chez le fœtus. Donc aujourd'hui, il y a que la B9 qui est recommandée. Après, les autres, il y a beaucoup de choses, c'est du marketing. Si on a une alimentation équilibrée, il n'y a pas besoin. Ok, top. Intéressant. Je voulais dire juste aussi un petit mot, parce qu'on parle de la croissance dans un sens, mais on peut en parler dans l'autre. C'est important aussi de bien faire ses dépistages pour le diabète gestationnel, parce que l'enfant, il peut être ce qu'on dit macrosome si on a du diabète gestationnel qui est pas bien régulé. Et après, il y a pas mal de conséquences à la fois pour la maman au moment de l'accouchement. On peut avoir une dystocie des épaules et aussi après pour l'enfant à naître parce qu'il a des facteurs supplémentaires de risque d'avoir du diabète de type 2. Donc c'est important et de faire des hypoglycémies à la naissance surtout. Donc voilà, faut vraiment faire attention au dépistage et et à son alimentation dans un second temps s'il y a du diabète qui est révélé. Et bon après il y a l'insuline, mais ça c'est en dernier recours. D'accord, parfait. Je crois que c'était complet sur cette partie-là. Globalement, les hormones qui régissent la croissance du fœtus, il y a de l'hormone de croissance ou pas? Il y a de l'hormone de croissance, mais qui est sécrétée assez vite par le fœtus. Mais il y a aussi il y a l'insuline, ça joue sur la croissance, les hormones thyroïdiennes, comme je l'ai dit. Et au début, il y a les estrogènes, la progestérone et la CG qui sont initiateurs. D'accord. Ouais, c'est quand même vraiment multifactoriel. Oui. Mais en général, ça se passe globalement bien. Souvent, les retards de croissance qui sont détectés pendant la grossesse, c'est soit des maladies, comme je vous ai dit, le CMV, soit des pathologies génétiques. Soit, mais souvent c'est vu au deuxième trimestre, ça peut être lié à des problèmes osseux, par exemple le nanisme. Ça se voit dès le deuxième trimestre de la grossesse et ça c'est sur les fémurs qui sont courts et donc c'est aussi une maladie génétique mais voilà en tout cas mais osseuse cette fois-ci. De toute façon, dans les moyens d'action qu'on peut avoir en notre possession en tant que futurs parents ou jeunes parents, c'est essentiellement vérifier qu'on n'est pas carencé en vitamine B9, donc se supplémenter. La prendre, ouais, exactement, la prendre. Et faire les contrôles classiques chez sage-femme et gynéco, quoi. Ouais, et bien suivre ce que demandent les professionnels et puis faire attention au CMV pour les enfants, ça c'est très important. Le reste, on peut pas vraiment agir, mais c'est important de savoir parce qu'il y a plein de choses qui sont pas du ressort des parents et donc faut pas non plus culpabiliser là-dessus parce que c'est la faute à pas de chance, comme on dit. D'accord. Oui, c'est exactement. Il faut se concentrer sur nos moyens d'action. Ok. Ensuite, bon, une fois la phase de grossesse passée, au niveau du début de la vie de l'enfant, quel est ton avis quant à l'allaitement? Forcément, c'est un sujet qui est compliqué et complexe. Est-ce que est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelle serait la différence entre le lait de substitution et le lait maternel? Alors, en tout cas, donc les recommandations de l'OMS sont de faire un allaitement exclusif pendant 6 mois et un allaitement pendant 2 ans, sachant que l'OMS c'est mondial, donc ça parle aussi aux pays qui sont pas forcément, par exemple pour les pays en voie de développement qui ont moins de ressources, donc c'est global. En réalité, en pratique, c'est quand même très compliqué en France, en tout cas de faire ça, puisque vu la durée du congé maternité, c'est même si on tire le lait au travail, etc., rien n'est facilité en tout cas pour les mamans.
Après, la différence se joue surtout sur l'immunité, c'est-à-dire que le colostrum là qui arrive les 3 premiers jours de vie, ça c'est bourré d'anticorps pour le bébé. Et c'est vraiment, même si les mamans n'allaitent pas, il y en a plein qui souhaitent quand même donner cet été d'accueil et puis pendant 1 ou 2 jours sans faire forcément la montée de lait pour donner ces anticorps. Après, si c'est un souhait, c'est pas possible ou que les parents ne veulent pas, c'est pas grave. Mais voilà, souvent même la tétée d'accueil est souvent faite pour donner ce boost d'anticorps. Après, la différence, elle est pas énormissime. On sait que le lait maternel, on va dire, s'adapte assez bien aux besoins du bébé, même en termes de quantité bu. Après, il y a aussi l'allaitement maternel avec le tire-allaitement quand c'est tiré. Parce qu'on sait que les préparations pour nourrissons, souvent on fait des gros biberons et souvent le bébé il peut avoir aussi du reflux puisque la quantité est trop importante pour son estomac, entre autres. Mais voilà, sinon au niveau de la composition, maintenant il y a beaucoup de recherches par les laboratoires mis dans les préparations pour nourrissons et ils se rapprochent quand même très fortement du lait maternel en termes de composition, glucides, lipides, et puis même maintenant ils mettent du DHA, des choses comme ça, qui sont des petits micronutriments qui permettent pour permettre d'agir bien sur le cerveau, et en fait ils analysent de mieux en mieux le lait maternel pour ajuster leur préparation. Donc voilà, c'est surtout les anticorps qu'il n'y a pas dedans, principalement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des hormones qui passent dans le lait maternel? Oui, mais comme le fœtus, en fait, le fœtus, il régule bien normalement, s'il n'a pas de pathologie thyroïdienne, il régule bien sa thyroïde, par exemple. Donc, il y a pas de souci sur le fait que la mère en apporte ou pas, ou qu'il n'y en a pas dans le lait artificiel, puisque de toute façon, le fœtus, il les régule très bien lui-même. D'accord. Donc c'est surtout sur les micronutriments, c'est à peu près égal. On arrive à faire quelque chose maintenant en Ouais, substitution non, qui est ils de sont bien bonne maintenant. qualité. Ouais, Ok, ils sont top. bien, voilà. Et puis il y a par exemple, c'est plus facile d'acheter par exemple un lait épaissi que de tirer son lait et de l'épaissir. Donc il y a d'autres avantages du biberon, même si aujourd'hui on sait que le lait maternel est, comme l'OMS dit, est la meilleure nourriture pour son bébé. Mais après, il y a d'autres difficultés. L'allaitement, c'est difficile, c'est douloureux, on est seul. Ouais. Donc c'est pas, si la maman est pas bien et stressée, c'est encore moins bien pour son bébé. Donc je pense que c'est vraiment un choix personnel. Des fois les mamans souhaitent et elles sont mal accompagnées, donc je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à se faire aider avec des consultantes en lactation. C'est vraiment important de se faire aider, parce que même si on connaît beaucoup de choses, on peut lire beaucoup de choses, avoir un peu un coach en direct, ça peut aider, et avoir la réassurance et ajuster et vous faire aider avec, par exemple, finalement les bouts de sein, en fait, on peut les mettre assez vite, on peut tirer son lait aussi très vite pour après aider à l'allaitement, même si c'est du tir-allaitement, ça reste de l'allaitement, pas au sein, mais le bébé, il a quand même le lait maternel. Voilà. Après, si les mamans ne veulent pas, c'est un autre choix, et les biberons sont quand même, de l'artificiel sont quand même bien aussi, et c'est très réglementé. Ça marche. Ok, très bien. Et pour choisir, si demain je veux trouver une conseillère en lactation, est-ce que il y a pas des labels, mais comment est-ce Alors déjà, il y a comment SOS procéder? Allaitement. Il y a SOS Allaitement qui est donné, c'est un numéro vert qu'on trouve partout, qui est pour la nuit et les week-ends. Donc on peut avoir en fait quelqu'un au téléphone quasiment tout le temps. Même si c'est souvent la nuit, on est le plus pas bien à ce niveau-là, et on se pose toutes les questions. Après, il y a la Leche League, il y a beaucoup d'informations sur la Leche League. Après, il faut demander à sa sage-femme ou à l'hôpital où on est suivi, ou la maternité qui donne des noms, parce qu'il y a plein de choses. Et aussi, il faut bien se préparer ou lire des bouquins. Ça aide vraiment pour être au top. Et moi, ce que je conseille aussi, c'est pour la douleur, d'aller à la maternité si on souhaite allaiter avec une crème lanoline, type lanoline, qui permet d'être très, avec des effets
Préparateur? C'est une crème grasse en fait qui permet vraiment de protéger le téton. mamelon. Et surtout avoir par exemple des équivalents de coquillage d'allaitement pour protéger les frottements. Et en fait, on sait que si au niveau de la douleur ça va mieux, l'allaitement va aller de mieux en mieux. Donc il vaut mieux prévenir encore une fois. Et je pense avoir ça. Et si la personne n'a pas le budget, elle peut prendre une crème toujours type Lanolin, un corps gras, et surtout acheter au lieu d'avoir les coquillages du film plastique qu'elle met sur sa poitrine. Faut pas oublier de l'enlever avant d'allaiter, mais ouais. Ouais, sinon ça marche pas bien. Mais ouais, en fait, l'idée, c'est de préserver l'auto-hydratation au niveau du mamelon pour pas qu'il y ait de lésions à ce niveau-là. C'est ça. Après, il y a des personnes qui ont quand même des lésions et il faut surtout vérifier. C'est pour ça qu'il faut être toujours avec quelqu'un à la maternité pour être aidé pour bien que le bébé il ouvre bien sa bouche, que ça fasse une adhésion complète, parce que s'il pince à moitié, bah c'est là où ça fait des crevasses. Et après, qui dit crevasse, peur de mise au sein, et c'est un effet boule de neige. Et donc c'est pour ça que c'est important de se faire aider dès que possible et avoir ces petits ustensiles pour protéger les mamelons. Oui. Bah si c'est un souhait, voilà. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. Le plus dur, c'est les 3-4 premières semaines, même un mois et demi. Mais une fois que le mois et demi est passé, c'est très très fluide, je trouve, et des expériences qu'on m'a communiquées. Or, évidemment, enfant qui est en néonat, hospitalisation, et je parle dans le meilleur des cas. Et après, ça roule tout seul. Et c'est bien dommage que le congé maternité s'arrête aussi à 2 mois et demi, parce que le truc vient de se mettre en place et il faut après tout réguler dans l'autre sens, et on peut pas tirer, ou la garde est compliquée. Donc, c'est ça qui est très difficile, moi, je trouve. Donc juste, on rappelle tu disais la Leche League, donc leche comme le lait en espagnol, c'est ça que tu disais. Et Max, c'était quoi? C'est IBCLC? Ah oui. Ouais, IBCLC. Et SOS Allaitement et IBCLC, c'est les noms des conseillères en lactation, mais il y en a plein. Même sur Instagram, on en trouve plein. Alors je pense que tout le monde n'a pas... Parce que les pédiatres ne sont pas formés à l'allaitement, je ne sais pas si je dois le dire. Très peu, on a la base. Mais voilà, moi j'essaye personnellement de me former à côté pour essayer d'aider au maximum les familles. Et puis selon sa propre expérience, ça joue. Mais la plupart des pédiatres ne sont pas formés, ni la plupart des médecins, sauf les gens qui ont fait des formations, qu'on lit ou qui se sont renseignés personnellement. Donc, faut pas hésiter à aller voir quelqu'un. Et la durée des consultations sont très courtes aussi, donc on peut pas tout aborder. Donc, c'est très important de voir d'autres personnes. Après, il y a les sages-femmes qui font des cours à l'allaitement. Oui, bien sûr. Sage-femme, oui, bien sûr. Oui, non, mais on parle de la sage-femme, on peut pas lui envoyer un texto forcément, je suis en détresse. Là, on parlait un peu des last minutes, mais bien sûr, sage-femme et gynéco, ils sont formés. Hein. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, pas forcément de données probantes quant à l'intérêt sur la croissance même, Non, les bébés grandissent pareil. Non, il faut juste vérifier que la prise de poids, elle est bonne, parce que on sait que quand on grandit, on grossit, on grandit. Ça, c'est le check avec le médecin. Mais il peut y avoir aussi des difficultés de prise de biberon. Donc là, ça joue pas l'un ou l'autre. En tout cas, les bébés grandissent aussi bien si c'est bien checké par le pédiatre. Il n'y a pas de souci. Bon, parfait. Ok, sur le volet, tant qu'on est sur le volet alimentation, donc une fois qu'il y a la diversification alimentaire et qu'on introduit les aliments solides, on va dire, chez l'enfant, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vont être intéressantes au niveau alimentaire sur la croissance ou pas? Alors, plusieurs choses. Déjà, si le tout petit bébé, si un enfant grossit pas et ou grandit pas, il faut se poser la question s'il n'a pas une allergie justement aux protéines de lait de vache. Ça, c'est important. Que ce soit donc par le lait artificiel, voilà, par le lait artificiel ou même par le lait maternel. Hein. Y a des enfants qui sont vraiment très très allergiques, et en fait c'est parce que la mère elle avale des produits laitiers qui passent dans le lait. Donc ça, il faut vraiment faire, faut avoir le suivi, le check-up avec le médecin pour le poids et la taille. Donc pour les bébés, c'est poids et taille, on les met un peu dans le même package. C'est ça qu'il faut suivre. Et après, au niveau, on sait aussi que la croissance, elle est liée, donc il y a l'hormone qui s'appelle l'hormone de croissance qui est sécrétée par l'hypophyse,
qui va jouer sur le foie, qui va sécréter l'IGF-1. Et l'IGF-1, en fait, elle est stimulée par aussi l'alimentation. Donc, un enfant qui ne grossit pas bien parce qu'il mange pas bien ne grandit pas bien. Ça, on le voit en fait, les petits poids au-delà de la génétique, ils ont un petit poids et une petite taille. Donc ça, il faut vraiment avoir le check du médecin. Et c'est sûr que ceux qui ne mangent rien, en termes de calories, il y a la qualité aussi, mais là, la quantité, ça joue vraiment chez les moins de 4 ans. On grandit avec le poids et l'IGF-1. Donc il faut faire vraiment attention aux quantités et même à la cantine, vérifier que l'enfant il mange quand même correctement, etc. Parce que ça peut avoir des complications sur la croissance. Ok, tu parles plutôt de quantité globale que que du qualitatif en lui-même. C'est pas forcément Voilà, ça qui. je parle pour la croissance, c'est plus la quantité entre guillemets que la qualité, mais en fait il faut il faut quand même que l'enfant ait ses vitamines, des bons micronutriments, qu'il ait sa part de protéines, glucides et lipides aussi. Donc la qualité, ça jouera surtout sur d'autres choses, sur l'immunité, sur la prévention des cancers, etc., des maladies auto-immunes. Mais sur la quantité, on va dire c'est surtout les calories chez les petits qui jouent sur la croissance. Mais le reste est aussi important. Okay. Et le mécanisme de production de l'IGF-1 dans le foie, est-ce que tu peux nous éclairer un peu dessus? Parce que moi, je suis pas. L'hormone, la GH, elle a des récepteurs sur le foie qui permettent de sécréter l'IGF-1. Et ensuite, l'IGF-1, elle agit directement sur les cartilages de croissance. On sait aussi que la GH, elle a des récepteurs sur les cartilages de croissance directement. Donc, on grandit quand même un peu parce que même si on a 0 IGF-1, on peut grandir par ce biais-là. Mais voilà, en tout cas, c'est l'IGF-1, c'est-à-dire que par exemple, tous les enfants qui ont des maladies du foie, ils grandissent très mal à cause de ça. Et après, il y a des traitements qui permettent soit de mettre beaucoup d'hormones de croissance qui, du coup, agit quand même sur les cartilages de croissance. Et sinon, on peut mettre directement de l'IGF-1, ça s'appelle l'Increlex. On met directement, pour ceux qui ont des maladies du foie, de l'IGF-1 directement qui n'est pas produit par la personne. Ok, ça marche. Parfait. La supplémentation chez l'enfant, qu'est-ce que tu en penses? C'est très vaste comme question. Qu'est-ce qui est probant? Moi j'en pense, mais c'est surtout, voilà, non, qu'est-ce qui est important? L'enfant n'a pas besoin de compléments alimentaires, puisque s'il mange pareil équilibré, il est pas censé avoir des carences, et il faut faire attention de pas avoir des excès de micronutriments et d'avoir 4 fois, 5 fois la dose journalière recommandée en zinc, en sélénium, parce que pour certains micronutriments ça pose pas trop de problèmes, mais pour d'autres ça peut jouer. Et donc ça, il faut faire attention. Et le seul complément alimentaire, mais moi j'appelle pas ça un complément alimentaire, c'est la vitamine D. Ça, dès la naissance, il faut la donner pour avoir des os solides, puisque ça joue sur l'immunité aussi, la prévention de maladies cardiovasculaires, plein de choses, la vitamine D, mais principalement son rôle est dans l'os et ça permet d'avoir des os solides. Si on n'a pas de vitamine D, on appelle ça d'avoir un rachitisme et en fait on a des os tout mous, et donc qui dit des os mous dit un retard de croissance entre autres. Et la vitamine D, elle se donne en gouttes jusqu'à 2 ans, puisque c'est mieux absorbé comme ça. Donc c'est 2 gouttes par jour si c'est du Zimadé ou de la Drigil. Et après, c'est des ampoules une fois par 6 semaines ou par trimestre ou par semestre selon l'âge de l'enfant et de la dose qui est donnée. D'accord. Au niveau de tu dis que c'est mieux assimilé en gouttes qu'en fiole, c'est ça? Ouais. Et est-ce que tu peux m'éclairer un peu plus là-dessus? Oui. Pourquoi? En fait, c'est mieux, au-delà de mieux assimiler, ça permet de pas avoir de pic. En fait, on sait que les hormones, si on donne un peu tous les jours, ça fait un plateau, alors que si on donne en pic, après, la distribution, elle diminue. Et ça, c'est important tout petit pour ne pas avoir beaucoup de vitamine D puis plus rien du tout après ça peut jouer sur les reins, etc. Mais après, quand on sait que l'observance est douteuse, c'est ce qui est exactement dit dans les recommandations, il vaut mieux donner un shoot chez les plus de 2 ans que oublier sa vitamine D tout le temps. Et maintenant, les recos, c'est jusqu'à 18 ans. Donc en fait, c'est
s'il n'y a pas de facteurs de risque, les facteurs de risque, c'est obésité, la peau foncée, un régime vegan ou des pathologies de la croissance ou des maladies chroniques. Du coup, si on n'est pas dans ce cadre-là, c'est chez les grands, en fait, c'est 2 ampoules l'hiver et ça suffit. Et c'est bien assimilé. Après, si on préfère garder en gouttes, il n'y a pas de souci, c'est peut-être même presque mieux, mais entre ça et pas donner du tout, vaut mieux donner les ampoules 2 fois par an. Oui, parce qu'on sait qu'en fait, les gens, en fait, par principe, ils ne prennent pas leur traitement. C'est ça le problème. Donc, Voilà, des c'est fois, les parents qui l'ampoule, c'est donnent la bonne pas. solution. Ouais, ouais. Mais oui, Eh c'est oui. vrai, faut faire attention, ça s'oublie, hein. Surtout que les recos viennent de changer. Avant, c'est entre 5 et 10 ans, il n'y avait pas de vitamine D qui est donnée. Maintenant, on sait que c'est important, donc ça a été remis dans la boucle. Et il faut juste que les médecins et les parents le sachent pour bien donner ces ampoules. Et même pour les adultes, c'est différent, faut faire le dosage, etc. Mais chez la femme enceinte, d'ailleurs, faut prendre une ampoule aussi à 6 mois pour réguler bien la calcémie, parce que c'est une hormone, en fait, la vitamine D, qui régule la calcémie et enfin qui permet de jouer aussi sur la calcémie, et donc c'est important que le fœtus régule bien sa calcémie avec la vitamine D que la mère a pris en ampoule. Si elle a des carences, ça peut jouer sur le métabolisme du fœtus. Ok. Est-ce que tu peux nous donner les recommandations quant aux quantités de vitamine D à prendre en fonction de l'âge? Ouais, justement chez les bébés, chez les 0-2 ans, c'est pour tout le monde pareil, c'est entre 400 et 800 UI par jour, ce qui correspond à 2 gouttes par jour de Zimadé ou Adrigil. Petit rappel, les recommandations, c'est de donner les vitamines D médicaments et pas compléments alimentaires, car il y a des rapports de l'ASNM, donc l'Institut de sécurité du médicament, qui a rapporté des hypercalcémies très sévères et des néphrocalcinoses chez les enfants qui avaient reçu des compléments alimentaires, parce qu'il y a 2 problèmes à ça. C'est la composition entre 2 gouttes peut être différente, c'est-à-dire qu'ils disent qu'une goutte c'est 200 UI, mais certaines gouttes ça peut être 500, d'autres 600, parce que c'est pas aussi bien réglementé que la vitamine D médicament. Et l'autre chose, c'est que, par exemple, il y a des marques qui ont changé. Au début, ils ont dit qu'une goutte, c'était 200 et après, c'est une goutte égale 500. Donc, en fait, donner 1000 ou 400, c'est pas pareil. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les médecins sont au fait d'alerter sur ne pas donner des compléments alimentaires. Aujourd'hui, l'Adrigil n'a plus de perturbateurs endocriniens et n'a pas de... Et ne donne pas comme ça a été rapporté par des parents, même si ça n'a pas été démontré, des coliques ou des reflux. La Zimadé a été rapportée par les parents. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique de ça, que ça donnait du reflux ou des coliques. C'est juste que ça a l'air concomitant justement au reflux, aux coliques des enfants. Mais il y en a plein de parents qui étaient réticents à donner ce traitement. Mais à ce moment-là, on peut passer maintenant à Adrigil qui n'a pas l'essence d'orange et qui permet d'avoir sa dose de médicaments vitamine D et surtout sans perturbateur endocrinien dedans. Ouais. Maintenant, il y a Adrigil. Ils viennent de changer la composition. Les gens ne voulaient pas donner Adrigil à juste titre, parce qu'il y a quand même un perturbateur endocrinien qui était dedans. Ils ont changé leur formule depuis 6 mois. Donc maintenant, tous les médecins ils prescrivent Adrigil si la personne ne veut pas de Zimadé. Donc Adrigil, c'est bien. Et il y en avait une autre d'Altus, mais elle n'est pas encore commercialisée en France, donc je ne sais pas si elle va arriver ou pas. Qui est pour le coup très bien, parce que le seul excipient, c'est l'huile d'olive raffinée. Donc il n'y a pas du tout d'arôme d'orange ou quoi que ce soit, et pas de perturbateur endocrinien, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive ou si elle va arriver. Donc Adrigil, c'est très bien. Pour être plus simple, quand c'est 2 ampoules, on donne une en novembre, une en février, parce qu'on se dit que les gens vont plus l'été au soleil. Après, par exemple, chez les enfants, par exemple les 2-5 ans, on donne souvent 50 000 unités x 4 au lieu de 100 000 x 2. C'est la même dose, mais répartie en 4 dans l'année, ce qui est pas mal pour les 0,5 ans. Moi, je fais ça. Pour les 2-5 ans, pardon. Et j'ai une question. J'avais vu passer quelque chose sur les recommandations de supplément, enfin de quantité de vitamine D qui était nécessaire pour en fonction des couleurs de peau. Oui. Est-ce que t'as quelque chose par rapport à ça? Par exemple, Oui, c'est ça. Un des facteurs de risque principal qui est noté, c'est que la peau noire est un facteur de risque, en gros, de déficit en vitamine D. Et donc, il faut supplémenter en double
c'est du coup, au lieu de par exemple 50 000 tous les 3 mois, on donne 100 000 tous les 3 mois pour augmenter. Donc je vous ai dit, les principaux, c'est maladies chroniques, obésité, régime vegan et peau noire. D'accord, ok. Je n'avais pas vu que tu nous avais parlé de ça. Ok, très bien. Donc sur les recommandations journalières, en fait, on peut limite on double ce que tu nous as dit de tout à l'heure là. Tu nous as dit entre 400 et 800 UI par jour, c'est ça? Ouais, c'est 800 à 1600 pour les plus de 2 ans qui ont des facteurs de risque, sachant que le médecin, de toute façon, comme c'est remboursé, ils vous prescrivent ça sur l'ordonnance. Et donc, ça permet d'avoir le remboursement aussi et d'avoir la bonne dose. Parce que c'est sûr qu'il faut pas surdoser un enfant, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être même dangereux. Dommage. Oui, mais ce serait dommage de se dire on fait tout bien et on est dans les recommandations, sauf que si mon enfant il est métis, mais c'est à partir de 2 ans. Et avant, c'est à partir de 2 ans, hein, les doses doubles. Et avant, dans les recos, c'était l'allaitement maternel. Il était dit que l'allaitement maternel, on devait supplémenter plus, sauf qu'en fait, ça a été... c'est faux finalement, puisque il y en a moins dans le lait maternel que dans le lait artificiel, mais il est mieux absorbé. Oui, il y a une meilleure assimilation, une meilleure biodisponibilité. Voilà. C'est ça, Ok, top. Parfait. Bon, ben au niveau, je pense alimentaire, on a fait le tour de ce qu'on voulait voir. On passe au volet sommeil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'importance de cette phase? Alors pour le sommeil, il faut savoir que c'est important que l'enfant dorme bien, puisque l'hormone de croissance, elle est sécrétée dans la nuit principalement. Il y en a un petit peu la journée, hein, mais surtout la nuit et entre à peu près minuit, 4 heures du matin. Vraiment, il y a des gros pics. Donc, un enfant qui ne dort pas bien peut avoir un retentissement sur la croissance et sur plein d'autres choses. Mais en tout cas, si on parle de la croissance là-dessus. Oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus? Tu dis c'est l'hormone de croissance, elle est sécrétée pendant la nuit. Ouais. Donc c'est toujours l'hypophyse qui sécrète ça. Ok. Et il n'y a pas d'autres hormones pendant le sommeil qui vont être sécrétées qui peuvent nous intéresser sur la croissance? Non, c'est l'hormone. Là vraiment, c'est l'hormone de croissance qui est vraiment principalement sécrétée la nuit. Donc oui, il faut bien dormir. Après aussi bien dormir, parce que si on ouvre un peu le sujet, c'est important de vérifier que son enfant, par exemple, n'a pas d'apnée du sommeil. Donc, par exemple, vous pouvez vérifier que quand il dort, l'enfant, il est bien sa langue, qui dort la bouche fermée déjà, sinon il faut lui fermer, et qui dort avec la langue au plafond. Au palais, pardon, plafond, au palais, parce qu'on sait que du coup l'apnée du sommeil, ça a des conséquences déjà sur la concentration, sur la fatigue le lendemain, et même il y a des études qui montrent qu'il y a des diagnostics de TDAH qui ont été redressés suite en fait à de l'apnée du sommeil qui était due par exemple à des freins restrictifs ou avec des troubles oromyofonctionnels. L'enfant ne respirait par la bouche et pas par le nez et donc avait des conséquences sur l'apnée du sommeil et donc sur l'hyperactivité du lendemain et où aussi une des causes ça peut être les amygdales ou des végétations qui sont trop importantes et qui obstruent l'air. Et donc, c'est important, si l'enfant, par exemple, a une hyperactivité, de faire un check sur le sommeil et sur l'orifice ORL. La sphère orofaciale. Ouais, voilà. Et tout ce qui est ORL pour faire un point là-dessus, avant de donner de la Ritaline, par exemple. Ouais. Ok. Top. Et après, est-ce que tu peux nous faire un focus? Je pense que Max, il voulait aborder un peu sur le sommeil, le sujet des écrans. Oui, c'est connu maintenant un peu de tous, hein. Déjà, pas d'écran avant 3 ans. Bon, entre 2 et 3 ans, c'est... Entre 0 et 2, 0. Après, il y a des recos et il y a il y a les recos et il y a ce qui est aussi dit au niveau des études.
Puis et ce qui est possible en pratique, hein, Oui, clairement. bien sûr. Moi, mon enfant, il a 2 ans et demi, elle a déjà eu des dessins animés, hein, on va pas se mentir. Mais après, il y a aussi dans la durée. Et après, aussi, il y a quel type d'écran et comment c'est laissé à disposition ou pas des enfants, dans quel domaine. Et si c'est pour regarder parce qu'il y a un vaccin, on ne sait pas du tout, ou parce qu'il y a un soin en pédiatrie, on n'est pas du tout dans la même situation que si la télé est allumée toute la journée pendant pendant le repas. Voilà, il faut faire la distinction. Et oui, et si l'écran est vraiment mis trop tard, il peut y avoir des retentissements sur l'endormissement. Donc il faut faire attention à ça aussi. Il faut se poser les questions pourquoi un enfant ne dort pas bien. Il y a plusieurs causes possibles et les écrans et les rituels de coucher doivent être un peu réanalysés pour refaire le point là-dessus. Oui, ça peut inhiber la sécrétion de mélatonine en fait le soir, l'exposition Oui, aux écrans. voilà, avant de donner de la mélatonine, il faut essayer de rechercher les causes parce que la mélatonine, ça peut bien mettre l'enfant pour l'endormissement. Bah déjà, il peut y avoir quand même des réveils nocturnes si c'est pas de la mélatonine à longue durée d'action. Et puis aussi, il faut refaire un point sur les rituels, sur l'heure du coucher, parce que finalement, plus on couche tard, plus on se rend compte que on a l'impression que l'enfant n'avait pas sommeil, mais en fait, c'est en le couchant plus tôt, vraiment plus tôt, que ça se passe mieux. En faisant les rituels et pas d'écran. Par exemple, si un enfant il se couche à 20h, 21h, voilà, il faut pas d'écran après 18h. On a fait un podcast juste avant sur le sommeil juste avant et le rôle de la lumière sur la sécrétion de Oui. mélatonine. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je oui. parlais de ça. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, la mélatonine, pour qu'elle marche, il faut être dans la nuit. Donc, c'est sûr que ça, que ça joue. Ouais. Donc, si tu prends de la lumière à travers ta rétine, ben, du coup, ça inhibe sa production. Exactement. Ok, parfait. Bon, mais nickel. On va pouvoir passer au volet activité physique. Bon, concrètement, est-ce que... Alors, la grosse question, c'est, et je l'ai encore eu cette semaine en consultation, d'un ado qui voulait faire de la musculation. Et sa mère était paniquée parce que elle lui a dit, mais non, mais ça va arrêter ta croissance, ça va être la catastrophe, quoi. Alors, quel est ton discours là-dessus? Mon discours, bah, déjà, l'activité sportive, c'est hyper important pour tous les enfants. C'est recommandé presque dès la naissance, on va dire. Même ça joue sur la croissance positivement, dans le sens où ça permet de développer les muscles et aussi pour avoir une bonne ossature, il faut avoir des contraintes en fait. On sait bien que les enfants, voilà, et on sait bien que les enfants polyhandicapés qui ne sont pas verticalisés, ils ont plus de fractures, ils ont des plus petites tailles aussi du coup. Donc on sait que l'activité physique est, en tout cas sur le plan de la croissance, est très importante. Par contre, l'activité, elle, ne doit pas forcément être très très intense. C'est ça qu'il faut modérer, hein, comme tout. Une activité, voilà, et ce qui est recommandé, c'est pour c'est 1 heure par jour pour les petits, par exemple, 1 heure par jour de mouvement. Enfin, faut bien qu'ils bougent, qu'ils se dépensent au parc, pas forcément faire de l'athlétisme, mais en tout cas avoir une activité 1 heure par jour. Chez les grands, c'est 2 à 3 heures par semaine. Donc c'est bien qu'ils aient une activité sportive. La musculation, il faut juste faire attention que l'ado, déjà ça dépend, l'ado, est-ce que c'est l'enfant, il a 10 ans, il commence sa puberté, ou il a 16 ans, il a fini, hein. Déjà, c'est pas pareil sur le plan, la croissance à 16 ans, la plupart, elle est finie. Et il faut faire attention, ne pas le faire dans n'importe quelle condition. Il faut pas qu'il achète toutes les haltères possibles, des très lourdes, qui se fassent mal, parce qu'il peut aussi se faire mal sur le plan musculaire, ou sur le plan osseux, ou sur le plan ligamentaire. Enfin, c'est vous les spécialistes. Donc ça, c'est important. Vous direz peut-être un mot là-dessus. Mais en tout cas, il y aurait peut-être sur certaines études, chez les très très grands athlètes, donc c'est la gym et où il y a beaucoup de contraintes mécaniques, ou certaines, ils ont fait ça surtout chez les filles, il y aurait peut-être un peu plus petite taille, mais aussi il faut savoir qu'ils sélectionnent les athlètes dans quoi ils sont performants, donc il y a un biais de sélection dans les études. Et dans une étude récente où il y avait pas mal de gymnastes qui avaient été recrutés, ils disaient que finalement ils avaient une toute
plus petite taille que la moyenne des filles de leur âge, mais par contre, ils avaient exactement la même taille que des gens, enfin que des filles qui étaient avec un petit retard de croissance, mais en fait lié à la génétique. Donc, par exemple, des filles de petite, qu'on dit de petite taille, liées à la génétique, par exemple, des parents. Donc, finalement, ça reste dans les normes. Voilà, pareil sur la puberté, il y avait la question sur la gymnastique et la puberté, la gymnastique artistique, parce que la gymnastique rythmique, il n'y a pas du tout les mêmes contraintes. Donc, on parle bien de la gymnastique artistique. Il y aurait chez les personnes qui font des grosses compètes, qui font beaucoup d'heures, 20 heures, 30 heures d'entraînement par semaine, peut-être un petit retard de la puberté. Bon, encore une fois, il faut prendre avec des pincettes, mais quand c'est dans l'excès, il faut que, par exemple, les athlètes sont très bien suivis par les médecins et des fois, s'il y a par exemple un retard de croissance ou de puberté, des fois, ils font des petites pauses selon où ils en sont dans leur entraînement et dans leurs objectifs. Il faut qu'ils soient surveillés pour le dos aussi, ça c'est important, mais d'ailleurs comme pour tous les enfants. On regarde systématiquement le dos, surtout pendant l'adolescence, pour rechercher les scolioses qui jouent aussi sur, du coup, ça a un impact sur la croissance. Donc voilà, donc le sport, oui, plutôt oui que non. Oui, oui. Après, est-ce que on étale ça par jour ou est-ce qu'on dit 30 minutes par jour ou on fait, on fait 4h30 en 2 fois. Enfin, c'est ça aussi qui est important. En tout cas, on sait que l'activité physique, ça contrebalance un peu la sédentarité. Même si on est les deux, comme tu dis, après c'est des questions de définition, hein, mais. Et je pense que globalement, on est tous en excès alimentaire et en sous-activité physique, que ce soit les adultes et les enfants. Là, on a évoqué les 20 heures par semaine d'activité physique. Je pense que sur les 1000 enfants qu'il y a autour de nous, chacun en ce moment même, je pense pas qu'il y en ait, il y en a peut-être que un sur les 1000 qui soit concerné par ces les 15 à Oui. 20 heures de Non, mais après, sport. je parle des pôles de sport, Bien des sûr, pôles bien sport, sûr, on s'entend, des sports on études, s'entend. etc. Et la musculation, voilà, il faut pas qu'ils fassent ça tranquille. Enfin, voilà, faut avoir entre guillemets, un coach qui sache quelle charge donner progressivement. Donc, oui, un peu de musculation, c'est mieux que rien, ça, c'est sûr. Et même, j'avais vu passer, j'avais écouté le podcast de Jean-Philippe Deneville de Cookie Learning, là, qui était très intéressant sur justement la plasticité du disque intervertébral chez l'adolescent sportif. Et, qu'en fait, ce disque avait de grandes capacités d'adaptation justement chez l'adolescent sportif parce qu'il n'était pas encore mature. Et donc, l'exposition à des contraintes lors de l'adolescence, ça allait pouvoir façonner une espèce de capital discal à ce moment-là. Oui, oui. Bah, c'est pour Donc, ça que. potentiellement, l'adolescent qui fait du sport à intensité bien menée, c'est difficile de Voilà. le définir, Ouais. il se créera aussi une meilleure qualité discale. Enfin, il pourrait se créer une espèce de capital discal qui serait plus intéressant que celui qui se met à l'haltérophilie à 45 ans. Oui, bien sûr. Oui, oui. Où là, la capacité d'adaptation, elle est moindre et plus longue. Mais c'est un Exactement. sujet vaste, encore une fois. Oui, oui, mais on connaît pas tout. On aimerait bien. Parfait. Ok. Et sur les hormones lors de la puberté, je crois que tu voulais évoquer d'autres aspects. Non, bah, on grandit. Non, c'était important de surveiller les signes chez son enfant. Alors, comme c'est possible, on va dire, chez les filles, ça se voit plus que chez les garçons pour par exemple, la puberté précoce. Parce que ça a des retentissements sur la taille finale, puisque plus on a sa puberté tôt, plus la taille finale est impactée, puisqu'on a son pic de croissance. Mais en fait, si on commence à 9 ans ou qu'on commence à 11 ans, bah, les 5 à 10 cm, 5 cm qu'on a par an, on les perd presque. Donc c'est pour ça que c'est important de surveiller, parce que chez les filles, on peut avoir vraiment des filles qui font moins de 1,50 m, hein, donc qui sont vraiment sous les courbes, et des garçons aussi si c'est trop précoce. Donc chez les filles, je rappelle, c'est la poussée des seins. Et donc ça se voit quand même souvent sans regarder, ça se voit. Par contre, chez les garçons, c'est important que ça aille quand même toujours chez le médecin, puisque c'est l'augmentation de la taille du testicule. Et donc là, parfois, ça se voit pas. Et donc, au-delà du retentissement psychologique, par exemple, chez les filles, d'avoir ces règles
en primaire, qui est quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est un impact sur la taille et si on prend pas ça en charge, du coup, l'enfant fait moins d'1,50 m au lieu d'1,60 m par exemple. Il peut carrément perdre 10 cm si c'est à 7 ans au lieu de 9 ans. Donc ça, c'est important puisque c'est les hormones sexuelles qui jouent sur la taille à ce moment-là. Et pareil, plus on a une puberté tardive, plus on a des chances ou pas d'avoir atteindre au moins sa taille cible, quoi. D'accord. Et c'est quoi ton avis sur les perturbateurs endocriniens, du coup, dans ce cadre-là? Est-ce que ça a un réel Alors, impact? il y a des perturbateurs endocriniens un petit peu partout. Les Eh oui. études, il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de biais dans ces études, hein, donc faut faire attention. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que finalement, l'âge de la puberté est avancé, souvent de quelques mois depuis plusieurs années, mais l'âge des règles ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a des pubertés plus tôt, mais plus longues. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Puisque nous, par exemple, quand on donne un traitement pour arrêter la puberté, pour stopper la puberté parce qu'elle est trop précoce, du coup, on sait qu'il y a le facteur règle, au lieu d'être 2 ans après les règles, maintenant ça peut être plutôt 3 ans. Donc ça, c'est important de le savoir. Et après, oui, il y a des perturbateurs endocriniens un peu partout, donc il y a des conseils. Il faut faire un peu attention à ce qu'on mange, tous les produits transformés, tout ce qui est shampoing, tout ce qui est pour le ménage. Et après, il y a des choses de l'environnement auxquelles on peut pas faire d'action directement. Donc, ce qui est pas mal, c'est de scanner les produits de beauté et de voir aussi au niveau de son alimentation. Et après, malheureusement, il y en a partout. Donc, sans faire culpabiliser, on peut pas faire grand-chose. Hein. Ça pourrait avoir un impact sur une puberté précoce chez un adolescent, ces perturbateurs endocriniens? Ça dépend lesquels. Il y a des études qui disent oui, ça peut avoir tendance ça donne plus de puberté tôt. Après, comme je dis, il y a quand même pas mal de biais. Donc, moi, je peux pas dire qu'il y a un effet de causalité certain. D'accord. Donc les causes en réel, on n'arrive pas trop à les... Après, il y a des causes. Par exemple, avoir une puberté précoce chez un enfant, ça peut être lié à une tumeur qui est pas forcément maligne, hein, une tumeur bénigne au niveau justement de l'hypophyse. Ça peut être aussi d'avoir une puberté. Alors, c'est plus c'est des retards pubertaires, mais après une irradiation ou un traumatisme crânien, où il y a des choses au Ah niveau local qui font que la puberté est plus tôt. Et après, les perturbants endocriniens, on peut pas les doser comme ça chez les gens non. et les mesurer. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de cause directe, même si on pense qu'il y a un effet. Ok. Pour les 3 conseils que tu donnerais à un parent qui veut essayer d'enlever des perturbateurs endocriniens autour de lui, quand il fait ses courses, du coup, tous les produits de beauté, produits de toilette, Oui, en fait, je pense qu'il y a Inky Beauty qui est une application qui est mieux que Yuka pour scanner. Donc, scanner un peu les produits, ça c'est intéressant. comment tu dis? Après, Inky Beauty, c'est Je sais pas. INCI, Ok. qui permet de scanner. D'accord. Après, voilà, il faut manger équilibré, etc. Éviter mais ça, tout le monde commence à le savoir. Après, les gens le font pas, mais les produits ultra transformés, les produits enfin les plats tout prêts, ça pour la santé globale. Hein, je parle même pas de perturbateurs endocriniens. Voilà. Après, on savait qu'il y avait par exemple le bisphénol A qui était dans l'étiquette caisse. Donc maintenant, ils les mettent ça dedans, mais on découvre au fur et à mesure. Après, si on habite à côté d'une station d'épuration, il y a des produits chimiques ou des pesticides, voilà, à moins de déménager, on peut pas faire grand-chose. Donc, plutôt faire attention à son alimentation, aux produits qu'on met sur la peau et son environnement global. D'accord. Et l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille pour au niveau... Est-ce Non, qu'il y a des aujourd'hui, perturbateurs? Non. si on n'est pas dans un secteur entre guillemets pollué, normalement, toutes les eaux potables, maintenant, en tout cas en France, normalement, on peut boire l'eau du robinet. Elle est dosée en nitrate, pas trop de nitrate, pas trop de minéraux. Après, chez les tout petits, chez les moins de 1 an, moi, je recommande assez bien, si les personnes peuvent se la payer, l'eau, je préfère l'eau minérale, hein, quand même à conseiller pour d'autres
pour d'autres raisons. C'est pas qu'une question de perturbateurs endocriniens, hein, mais il y a beaucoup de calcaire dans l'eau. Même si on sait pas les effets, c'est quand même mieux de donner de l'eau minérale en bouteille. Mais parfois on peut pas, et l'eau potable est en tout cas ok. Dans les recommandations, ils disent que c'est ok. D'accord. Ok. Bon, mais top. Et ton avis sur le soja? Ah oui, sur soja et perturbateurs endocriniens. Oui, il faut limiter les produits. Il y a des phytoestrogènes, il faut limiter les produits pour les moins de 3 ans, parce qu'on sait qu'il peut y avoir justement, ça joue sur les récepteurs d'estrogènes, et donc il faut faire attention de ne pas donner de produits avec du soja. On va dire c'est un perturbateur endocrinien naturel. Donc voilà, mais c'est comme ça se lie aux récepteurs d'estrogènes, ça peut donner ces effets-là. Donc il faut mieux les éviter chez les moins de 3 ans. Ouais, c'est dans les recos alimentation. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement les phytoestrogènes? C'est ce qui est composé dans le soja. Donc après, en termes de quoi? C'est-à-dire que que ça mime en tout cas les récepteurs, ça mime en tout cas l'estrogène dans la composition du je sais pas si c'est un nutriment, et après ça se lie aux récepteurs. Donc vraiment les moins de 3 ans, et aussi éviter d'en manger trop pendant la grossesse, parce qu'on sait que ça peut passer. C'est une hormone du coup, ou c'est une œstrogène-like? Oui, voilà, c'est pas une hormone naturelle, naturelle. En tout cas, c'est pas un perturbateur. Ouais, c'est pas une hormone en tant que telle. Mais elle mime oui, l'action, voilà, et elle se met sur les mêmes récepteurs, quoi. Ouais, exactement. Donc, d'accord, très bien, parfait. Est-ce que t'aurais des recommandations de lecture pour nos auditeurs, Élodie? Alors ouais, pour tout ce qui est allaitement, mais on pourra peut-être les mettre dans le sur YouTube, non, toute une liste. Moi j'en ai plein sur l'allaitement, et il y a aussi le livre sur s'il y en a un livre à nous recommander, est-ce qu'il y en a un qui franchement, plus on a d'informations, mieux on se prépare, parce que c'est dit souvent de façon différente. Par exemple, il y a la BD de, je sais plus le nom, Tété en Tété, là, qui est bien, qui est une BD, donc c'est hyper ludique. Il y a, sur l'alimentation, il y a le livre de Julie, là, de Hamstouille, Julie Carillon, sur les questions sur l'alimentation de Hatier. Il y a mon livre. De la même édition de Hatier aussi, c'est 161 questions-réponses sur la santé. En gros, c'est écrit pour les 0-2 ans, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être pour même 10 ans pour la plupart des choses, parce que j'aborde des choses sur les premiers mois de vie, donc ça on peut lire en amont. Après, il y a des choses sur les premiers secours, donc je pense que c'est utile pour tout le monde déjà de se former en lisant, avoir les premiers réflexes, et puis après dans sa ville avoir les vrais réflexes et les vraies prises en charge en pratique, plus que la théorie en lecture. Après, il y a toute une partie qui est sur la vie quotidienne, donc hygiène, alimentation, comment on coupe les ongles d'un bébé, comment on lui donne son bain, quand est-ce qu'il faut sortir, à quelle altitude mon enfant peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire contre le mal de transport, par exemple. Enfin, c'est plein de petites choses, et tout un volet qui est santé sur les maladies infantiles, quand aller chez le pédiatre, ou chez le médecin, quand aller aux urgences. Voilà. Il y a Naître et Grandir, oui, et il y a aussi un site qui est super, les 1000 premiers jours, et ça c'est hyper intéressant, parce que en fait on peut cliquer dans une pièce, par exemple la chambre d'enfant, et c'est hyper ludique, et ils donnent un petit pop-up où ils expliquent qu'est-ce qui est dangereux pour par exemple pour l'enfant, par exemple les accidents domestiques, et aussi où est-ce qu'il pourrait y avoir des perturbateurs endocriniens, comment faire attention. Donc ça, le site 1000 premiers jours, Naître et Grandir, ouais, c'est très bien. Bon, génial. Plein de ressources à regarder. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les parents ou futurs parents qui nous écoutent sur cette thématique qu'on a abordée aujourd'hui, sur la croissance de l'enfant? Non, faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon pour votre enfant la plupart du temps, normalement. Voilà, et faites-vous aider s'il y a besoin. N'hésitez pas à consulter et poser vos questions à votre pédiatre ou médecin généraliste. Et si c'est pas la réponse, il vous redirigera vers des gens compétents dans le domaine, par exemple l'alimentation, l'allaitement, par exemple. Et non, ça va bien se passer. Ils vont bien grandir.
Ok, bon, c'est déjà, ça c'est une bonne chose. Bon, mais parfait. Mais écoute, Elodie, je te remercie. On te remercie tous les deux avec Max. Bah, merci à vous pour l'invitation. Ouais, avec plaisir. Et bah, écoute, peut-être au plaisir de faire un volume 2 sur un autre thème. On réfléchira à tout ça. Ça Ok. marche. Merci beaucoup. Bon, allez, au revoir à tous. Bonne journée. Bye.